Tout d'abord, je vais poser 2 ou 3 questions en lien avec la thématique et après je donnerai bien entendu la parole à la salle, hein, évidemment. Alors, d'abord sur le développement de pratiques inspirées de la gestion privée, ce qui logiquement est le fondement du New Public Management. Grosso modo, vous avez présenté que pour vous c'était presque une évidence, si je reprends ton mot, Jean-Marc. Et après, je vais aller plus loin sur cette thématique-là. Quelle est la place de l'externalisation, c'est-à-dire le recours au privé, dans le fonctionnement dans vos organisations? C'est-à-dire comment, quelle est la place qu'occupent, je veux dire, les formes d'externalisation de services, d'activités dans vos propres administrations ou corps d'armée ou autres? Premier point, les valeurs. Tout à l'heure, avec notre voisin belge, là, j'écoutais et je trouvais très bien sa présentation, qui m'intéresse d'ailleurs, je viendrai te poser des questions, comme du chocolat lillois. Et en fait, les valeurs, nous sommes confrontés dans l'armée à une sorte de choc des valeurs vis-à-vis de la société privée et civile qui nous entoure, parce que nous avons tendance, et je pense que c'est un point commun avec beaucoup de fonctionnaires. J'ai énormément de fonctionnaires de cadre A, sup dans ma famille, et quand nous échangeons, quand nous faisons le choix de rentrer dans la fonction publique ou dans l'armée, nous avons au fond de nous l'envie de servir la chose publique, c'est-à-dire l'envie de participer au bien-être commun. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés avec des jeunes gens qui rentrent dans nos écoles et qui ont été élevés dans un monde où l'individualisme prime. C'est-à-dire que nous acceptons des salaires ou des soldes moins élevés que les autres et nous avons la satisfaction de venir au travail, pour notre part, en essayant de protéger notre société et nos valeurs démocratiques le plus présentement possible, alors qu'en face de nous, nous avons des gens qui pensent « moi, je », mes primes, mon intérêt personnel. C'est un premier choc que nous avons avec nos interlocuteurs du monde privé. Le monde privé, ce qui m'amène sur le deuxième sujet, c'est l'externalisation. Et l'externalisation, nous y sommes confrontés par une logique pure d'économe. Les financiers nous disent « Eh les gars, avoir un directeur d'administration qui fait du parachutisme, qui passe une semaine dans la montagne à dormir dans un igloo et à faire du ski, à quoi ça sert? Moi, le seul truc que je te demande, c'est d'avoir des ratios et des pourcentages et des économies et de chercher. » Et c'est un petit peu ce choc. Est-ce que l'on peut externaliser? Certaines nations le font très bien. Est-ce que l'on peut externaliser la gestion de la guerre? Est-ce que nous avons besoin de logisticiens, de personnes capables de fournir du carburant? Est-ce que nous avons besoin de militaires pour ça? Et la réponse, c'est à Nice, à Marseille, nous n'avons pas besoin de militaires pour faire le plein de nos véhicules. Par contre, il faut que nous ayons ce savoir-faire parce que à Thessalite, au nord du Mali, à la frontière de l'Algérie, là, les mêmes gars, ils conduisent un camion-citerne, mais ils risquent leur vie et ils sont confrontés au tir de l'ennemi et ils sont amenés à tuer l'ennemi. Ça, c'est une notion où l'externalisation a ses limites, quel que soit le métier des militaires. Et après, la logique qui est celle de nos gouvernants et de nos chefs, puisque le président de la République est le chef des armées, c'est de trouver le juste équilibre entre qu'est-ce que je peux confier au monde civil sans affaiblir la défense de mon pays. Et c'est le gros point d'interrogation et les gros débats que nous avons, parce qu'effectivement, un militaire en moyenne coûte plus cher qu'un civil, parce qu'il a de l'entraînement physique, parce qu'il passe du temps à s'entraîner. Mais nous avons besoin de cet entraînement pour pouvoir défendre nos concitoyens partout dans le monde. Oui, un d'entre vous? Alors, moi, sur ces questions, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des thèmes sur le New Public Management, on peut avoir l'impression qu'ils ont été développés d'abord par des entreprises privées. Cette année, nous, on a lancé 2 groupes de réflexion-action, l'un autour du Kaizen Management, des petits progrès par l'amélioration continue et aussi la bienveillance, et aussi l'Appreciative Inquiry,
qui a été développé dans les pays anglo-saxons, où, pour être très rapide, vous prenez du temps sur ce qui marche dans l'entreprise ou dans la collectivité, non pas sur ce qui ne marche pas, et qui a des résultats en performance qui sont assez dingues. Donc, oui, d'un point de vue, on va dire, théorique, je pense qu'on n'a pas encore cette culture du risque assez forte pour se lancer dans le public nous-mêmes. Et on a tendance à aller voir encore un peu trop, peut-être, ce qui se fait ailleurs. Alors, contrairement à mon collègue de l'armée, moi, aujourd'hui, j'essaie de réinternaliser. C'est-à-dire un peu à la japonaise, c'est-à-dire d'aller voir comment ça fonctionne, et après de créer nous-mêmes le service. Là, cette année, on a réinternalisé trois services qui étaient avant délégués au privé. On a gagné 4 millions d'euros en exploitation. Voilà, ce sont des services de formation, ce sont des services d'assistanat social. Voilà, et simplement parce qu'on a su simplifier, nous, nos process et repartir d'une feuille blanche. Voilà. Enfin, sur la question du mode de gestion qui est permanente, j'essaie d'éclairer la décision des élus par cette notion en effet de performance globale et de conflit d'usage. Je vais prendre une chose toute simple. Alors, je suis désolé s'il y en a d'entre vous qui sont à fond pro-régie, pro-internalisation. Aujourd'hui, la gestion d'un parc aquatique ou d'une piscine publique, la réalité, alors c'est pas trop dit en France parce que sinon on se fait traiter d'affreux libéral, c'est quasiment 30% de gains quand vous le confiez au privé plutôt qu'au public pour un niveau de satisfaction plus fort. Ça, c'est la réalité. Vous aurez beaucoup de mal à le trouver dans des études. Vous avez si vous fouillez un peu sur Internet, vous trouverez quelques éléments. En revanche, quand vous travaillez avec des professionnels, moi j'ai eu la chance d'avoir à construire ou à exploiter une dizaine d'équipements, donc c'est une question que j'ai beaucoup travaillé. C'est énorme, 30%. Une piscine, selon sa taille, son nombre d'activités, c'est un déficit d'exploitation annuel entre 700 000 euros et 2 millions. Ouais, donc pour des élus locaux qui font attention à la fiscalité, ça parle énormément. En revanche, quand au bout d'un an d'exploitation, petit à petit, le club de piscine a eu de moins en moins de lignes, les usagers peuvent se plaindre de dire j'aimais venir dans un environnement calme, mais aujourd'hui j'ai de la techno à fond parce que c'est le cours d'aquagym, d'aquabiking, d'aquajumping, etc. Ça peut poser des questions de conflit d'usage. Et ça, il n'y a que l'élu qui peut le résoudre par rapport à ce qu'il entend de sa performance de gestion. Donc, pour moi, il n'y a pas de règle de dire est-ce qu'il faut déléguer ou pas déléguer. En revanche, je pense qu'il y a un énorme progrès actuel de l'administration qui doit être capable, pour reprendre cet exemple des piscines, et d'ailleurs ça commence à être le cas, de devenir presque aussi bon que le privé dans quelques années meilleur. Oui, dans le secteur hospitalier, la notion de l'externalisation, dans des très similaires, et de un certain nombre de fonctions aujourd'hui, de fonctions support, ont tendance à être externalisées. Je pense en particulier à tout qui peut être effectué dans les secteurs interventionnels, les blocs opératoires notamment, où cette activité est de plus en plus sous-traitée. L'hôpital réalise également un certain nombre d'autres activités qui pourraient être industriel et commercial, le fait de gérer une cuisine centrale par exemple. Là, le problème qui se pose très souvent aux décideurs hospitaliers, c'est de trouver un prestataire extérieur qui soit en capacité de fournir le service. Une cuisine hospitalière, ce n'est pas un seul menu pour 1000 rationnaires par jour, c'est 20 à 30 menus de prescription médicale et autres. Et nous avons pu constater ces dernières années un phénomène de réinternalisation, puisque les prestataires industriels, finalement n'étaient pas, soit n'étaient pas en capacité, soit ne dégageaient pas de bénéfices suffisants sur ce genre d'activité. Après, moi, je voudrais signaler un point peut-être original. Il y a un problème de micro, je crois, de nos structures, puisque nous n'externalisons pas forcément, mais par contre, nous allons très souvent concurrencer le privé
sur un certain nombre d'activités industrielles et commerciales. Un exemple très courant chez nous, c'est sur la blanchisserie. Une blanchisserie hospitalière, la problématique se pose essentiellement en termes de coûts fixes. Une fois que vous avez investi, que vous entretenez vos calandres et vos tunnels de lavage, que vous traitiez 12 tonnes de linge par jour ou 20 tonnes, finalement, la problématique est la même. Et nous sommes de plus en plus incités justement à répondre à des appels d'offres de tout type de prestataires, certes publics, mais également privés, pour assurer ce genre de prestations. Pareil pour la cuisine. Au CHU de Dijon, nous assumons, nous faisons la boulangerie de quasiment tous les selfs et toutes les collectivités de la ville de Dijon. Je vous remercie. Ensuite, j'avais une autre question en lien avec la thématique, c'est celui de l'acceptation par le personnel, par les agents publics, peut-être selon les différents statuts, de ces pratiques vues comme venant du privé et inspirées, je dirais, par le New Public Management, notamment des nouveaux outils. Quelle peut être la réaction du personnel public, des agents publics, face à ces nouveaux outils perçus parfois comme venant du privé et calqués sur les valeurs du privé? Oui. Dans ma perception des choses, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau des principes et des valeurs du service public et celle du service privé. Et je pense qu'il y a quand même des différences. En tout cas, moi, j'en perçois. Et puis, il y a les outils. Pour donner un exemple sur les valeurs et les principes, je pense qu'on est dans un monde où, en tant que dirigeant d'administration, on n'a pas tellement le choix par rapport à une recherche de performance, d'efficience, dans un objectif de service à l'usager. Donc on doit tous faire des économies, on doit essayer de faire un meilleur service, et c'est comme ça. On peut trouver que le cadre dans lequel on vit n'est pas bien. Il y a 50 ans, c'était différent, mais la réalité de terrain, c'est qu'on doit suivre, sinon on a des problèmes. Donc un petit exemple à ce niveau-là, au début où je suis arrivé, je me suis aperçu que, on a 35 localisations en Belgique et on organisait à ce moment-là les formations de façon centralisée à Bruxelles. Et donc chaque fois que les collaborateurs de tout le pays venaient en formation, ils arrivaient pour 9 heures et ils repartaient pour 16 heures, donc ça donnait 6 heures de formation, ce qui est bien, mais ça doit être efficace à mon avis. Et je me suis aperçu à un certain moment que certaines formations se terminaient à 2h30, 3 heures. Et donc je vais voir mon directeur de formation et je dis ça ne va pas, les gens viennent de loin, la formation ça mobilise beaucoup de ressources internes pendant qu'ils sont là, ils ne travaillent pas à autre chose, donc je veux que ce soit bon et voilà. Alors il me dit oui, mais parfois la matière est terminée. Je dis mais c'est pas possible, en réglementation chômage, puisque c'est surtout ça qu'on a, c'est hyper complexe, la matière elle est jamais terminée. Je veux dire, on peut facilement continuer des jours sur la même matière. Je dis donc je suis sûr qu'il y a du contenu. Et alors le gars, c'est un universitaire d'un bon niveau, motivé, engagé, loyal. Et alors il me dit d'accord, je vais dire qu'ils ne peuvent pas partir avant 4 heures parce que vous l'avez demandé. Alors j'ai dit non, surtout pas, vous ne faites rien, parce que c'est pire évidemment. Mais c'est un bon collaborateur, je veux dire, c'est pas mauvais du tout, mais il est dans un autre monde. Et donc voilà, ça c'est les principes. Alors je pense qu'avec le temps qui passe, il a évolué, ça c'était peut-être il y a 7-8 ans. Et je pense que dans les conceptions, dans ce qu'on trouve normal ou ce qu'on trouve pas normal, il y a des évolutions, et ça je pense que c'est aussi important, il faut faire avec. Maintenant, sur les outils issus du privé, ça dépend ce qu'on prend. Et ça dépend comment on l'applique. Les outils de rapportage, je pense que tout le monde en a et tout le monde est obligé de faire avec. Mais à un moment donné, il ne faut pas qu'on fasse du rapportage pour faire du rapportage et il ne faut pas qu'on fasse des résultats qui répondent au rapportage plutôt que de donner un bon service soit aux collègues, soit aux usagers. Et donc moi, j'essaie d'avoir une certaine distance par rapport au rapportage. Voilà. Et ça, je pense que ça fonctionne. Et alors pour conclure, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont, peut-être pas la combinaison globale, mais qui sont inspirées du privé dans ce que j'ai présenté ici. Et dans l'entreprise libérée telle qu'on la développe, c'est ajusté à ce qu'on vit dans la fonction publique. Et pour le moment, je pense que ça se passe très très bien,
tant en termes de résultats, services à l'usager, qu'en termes de satisfaction des collaborateurs. Il faudra voir sur la durée, ce sont encore des choses assez nouvelles. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ça dépend de la façon dont on les réalise dans le concret des gens, dans le quotidien des gens. Et je pense que de certaines façons, il y a des choses à apprendre et probablement d'autres pas. Sur cette question, moi il y a 10 ans j'avais été déçu parce que une personne que j'aimais bien, qui avait des problèmes, un jour vient et je sentais qu'elle n'avait pas à me parler. Un jour elle vient dans mon bureau et je lui dis mais alors, pourquoi vous venez que maintenant? Elle me dit parce que vous êtes un manager à l'américaine. Je dis pardon, ouais, on entend puis on vous voit, vous êtes qu'orienté résultat, performance. Et donc je m'étais dit, mais quelle image je donne, en effet, ces images finalement de vous amener des cultures du privé. Et je me suis dit, mon discours passe mal. Je me suis un peu recentré. Et je pense pour le coup, il y a une universalité de cela, quoi. Je crois que c'est marqué par plein de travaux scientifiques. Voilà, on ne motive pas une équipe, on motive un homme ou une femme. Et l'homme, on le motive par deux choses, son besoin de structure et son besoin de reconnaissance. Dans le public, sur le besoin de structure, en tout cas en France, on est carré, on est très bon. On est champion du monde de process, de la réglementation, de la procédure, même si parfois on a perdu son sens. Sur le besoin de la reconnaissance, c'est vrai que je pense qu'on est moins bon. Voilà, on est moins bon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de libérer nos administrations, d'amener plus de confiance. On est beaucoup aidé. Hein, l'imagerie médicale, notamment, montre à quel point, moi j'ai trouvé ça très intéressant, l'introduction de l'adjoint, l'empathie, la bienveillance. Aujourd'hui, on voit que dans le fonctionnement de la motivation, ce sont des choses qui amènent à la performance. Hein. Nous, il y a Mathieu Ricard, je ne sais pas si vous voyez qui est Mathieu Ricard, qui est le porte-parole du Dalai Lama, qui est venu, qu'on a invité, là, qui est venu au département, et avec lequel on a travaillé sur le management. Et en fait, ce n'est pas sur le management, sur la relation à l'autre, et comment cette relation à l'autre allait amener plus d'énergie, plus de confiance dans le service. Alors, est-ce que ça vient du privé, est-ce que ça vient du public? Moi, je n'ai pas cette question-là avec les collègues. En revanche, j'ai la question du temps. Voilà, quel est le bon temps pour conduire aujourd'hui ce changement, je pense, qui est vraiment attendu par les agents, en tout cas du département. Je pense effectivement que l'évolution est nécessaire, en particulier parce qu'aujourd'hui, dans nos organisations, nous sommes confrontés à une diversité des statuts. À côté de fonctionnaires donc, qui répondent à voilà, des règles statutaires, notamment de notation. Donc, nous avons aujourd'hui de plus en plus de personnel contractuel de droit public. Pour autant, ces personnes, à la fois fonctionnaires et contractuels, travaillent dans les mêmes équipes, concourent à l'efficience de la même organisation. Il faut trouver les moyens ou les leviers pour pouvoir les motiver et les inscrire dans une même démarche institutionnelle selon des mêmes objectifs. Et effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus avoir une approche clivée ou scindée finalement du management des équipes. On va dire, on va se raccrocher à la notation du fonctionnaire dont on connaît les limites, et puis de l'autre côté, avoir une approche plus par objectif. Je pense que aujourd'hui, le caractère plural des équipes nécessite forcément d'avoir cette approche unique, et en particulier autour du management par l'objectif. Je crois que c'est véritablement quelque chose de nouveau et dont paradoxalement les gens, même les personnels fonctionnaires veulent que cela se mette en œuvre, en particulier parce qu'ils mesurent bien la limite, voire parfois l'inanité des méthodes traditionnelles de notation qui n'ont pas forcément de conséquences pratiques quant à leur rémunération, quant à la manière dont on va pouvoir les reconnaître, les valoriser, etc. Comment motivons-nous les personnes au sein du ministère de la Défense ? Donc, je partage entièrement votre avis, ça dépend des statuts. Nous avons plusieurs statuts. Pour les civils, la notation, c'est une notation de fonctionnaires. Ils sont tous entre 18 et 20. Donc,
Voilà. Quand vous mettez quelqu'un à 17, vous avez d'autres personnes, délégués du personnel, qui viennent vous expliquer que c'est pas possible. Donc la péréquation fait que tout le monde est très bon. Et donc vous trouvez qu'avec des très bons. Alors, dans l'armée, c'est beaucoup plus strict que ça. Une fois par an, nous passons en entretien de notation. Et cet entretien de notation est vital pour notre avenir. C'est-à-dire qu'en fait, ou vous restez dans l'armée ou vous êtes viré. Enfin, où on vous propose d'aller voir ailleurs. Donc, c'est assez direct. Il y a un outil que nous utilisons, par contre, assez fréquemment, pas trop fréquemment, mais c'est la reconnaissance devant les pairs. Il y a eu un petit débat chez nous, en fait, tout simplement, ça s'appelle une lettre de félicitations. Hier, l'empereur venait et pinçait l'oreille des grognards. Eh bien, nous, on a adopté le même principe, c'est-à-dire que devant tout le monde, généralement, une fois tous les 15 jours, il y a un rassemblement où nous faisons la cérémonie des couleurs, c'est-à-dire que le drapeau français s'élève sur le mât, tout le monde est au garde à vous. Et c'est l'occasion pour le chef d'adresser un certain nombre de messages. Et à ce moment-là, nous avons étendu au personnel civil qui travaille avec nous, parce qu'on travaille, on vit ensemble toute la journée, le principe des lettres de félicitations. Et donc c'est une lettre, tout simplement, où le chef, alors après vous avez des lettres du chef immédiat, puis des lettres du chef N+1, N+2, N+3, en fonction des motivations. Et donc c'est cette lettre de motivation qui est lue, lettre de félicitations, qui est lue devant tout le monde, en disant « Monsieur Dupont a particulièrement bien accompli sa mission et en plus il a obtenu d'excellents résultats dans la progression du taux de lavage des effets ou dans la préparation d'un repas exceptionnel dans des circonstances très difficiles ». C'est la lettre de félicitations lue devant tout le monde. Et je vous assure, ça a un véritable impact, que ce soit pour les civils ou pour les militaires, parce que malheureusement, nous n'avons que peu de carottes du style prime. Voilà. J'aimerais vous donner un exemple. Dernièrement, je parlais avec un ingénieur un Français qui avait travaillé 25 ans aux États-Unis, privé. Et donc, il revenait et il m'a dit, il y a un truc que je ne comprends pas. Je dirige une équipe de 80 ingénieurs en France. Je viens de rentrer. Et il était choqué de notre culture parce qu'il dit, les gens ne sont pas heureux de travailler. J'ai des gens qui ont 45, 50 ans. Ils viennent travailler dans le privé et ils ne sont pas heureux. Et donc, il les a fait venir dans leur bureau. Il a dit, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas heureux de travailler et pourquoi vous venez travailler alors que vous n'êtes pas heureux? Et tout simplement parce que les gens ont peur de claquer la porte, de changer de métier, parce que s'ils changent de métier, et c'est très courageux de temps en temps de changer de filière, parce qu'on s'engage dans quelque chose d'autre, eh bien ils ont peur parce qu'à 50 ans, on leur explique qu'ils ne retrouveront pas de boulot. Et l'ingénieur américain, il me disait, bien chez nous, quand les gens ne sont pas contents du métier qu'ils ont et qu'ils ont des compétences réelles, eh bien ils disent à leur employeur, je vous remercie, mais je ne me sens plus à ma place ici, je ne suis plus motivé le matin pour venir au travail, et donc je change de métier. Je vous quitte, merci. Et c'est très facile aux États-Unis, et a priori, chez nous, les mentalités sont loin de ça. Dernière chose, les indicateurs. Alors, les indicateurs, je vais vous donner des choses tout à fait différentes. J'ai travaillé pendant quelques années au sein du ministère de l'Intérieur. Le ministre a régulièrement les chiffres des cambriolages, les chiffres des accidents de la route. Mais, pour prendre une métaphore que j'ai bien aimée en Afrique, il y a une nation qui est très sage et qui a mis sur ses emblèmes nationaux une jarre, et sur la jarre, il y a 11 trous. Et il y a 2 mains pour boucher les trous. Eh bien, c'est un peu le symbole de ce que nous avons chez nous, c'est-à-dire qu'on n'a jamais de moyens suffisants pour répondre à toute la demande. Et donc, au niveau du ministère de l'Intérieur, le ministre convoque les préfets et dit « c'est un scandale, je vois les accidents de la route, les chiffres sont mauvais le mois dernier ». Donc, évidemment, les policiers et les gendarmes, le mois suivant, vont faire du contrôle de vitesse sur les routes et d'alcoolisme. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les cambriolages augmentent. 2 mois après, les chiffres des cambriolages ne sont pas bons. Eh bien, on remet tout le monde à faire des patrouilles contre les cambrioleurs. Et je pense que tous, dans nos métiers, nous sommes confrontés à cette réalité. Deuxième indicateur, là, plus ministère de la Défense. Ce que j'avais rencontré il y a quelques années dans l'armée de l'air, c'est que nous faisons un parallèle entre le coût-efficacité. C'est-à-dire, bon, on est, excusez-moi, loin de notre terre de paix, mais quand je tire un missile avion, combien coûte l'objectif que je dois détruire?
Et il m'est arrivé de voir dans l'armée de l'air cette logique entre le coût du missile avion qui est téléguidé, qui part de plusieurs dizaines de kilomètres, qui est plein d'électronique et forcément coûte très cher, et de dire on ne va pas tirer sur un camion qui vaut 10 000 € un missile qui en vaut 1 million. Coût, efficacité. Ça n'existait pas du tout dans l'armée de terre, et aujourd'hui il y a des vrais débats pour savoir si on tire des obus de canon ou des missiles d'avion. Vous voyez, ce sont des notions. J'ai pris volontairement quelque chose qui nous sort de l'administration, et après dans le commissariat des armées, évidemment, nous avons tous les indicateurs que nous pouvons montrer pour être utiles. Mais on retrouve le syndrome du ministère de l'Intérieur au sein des commissariats des armées, c'est-à-dire je vais travailler pour obtenir de bons chiffres pour mes résultats, parce que je recevrai une lettre de félicitations et je serai bien noté annuellement si je cible sur les chiffres que j'ai envie. Et on connaît bien notre système gaulois, quand on nous donne un objectif, ben on l'atteint, mais l'objectif c'est d'atteindre l'objectif, pas de satisfaire le client. Merci. Alors, dernière question, et après je donnerai la parole à la salle. C'est justement sur, un des intervenants en a parlé, sur la place donnée aux usagers dans l'évaluation de l'action publique et de vos organisations. Quelle est la place respective que peut avoir l'usager dans l'évaluation de vos activités et comment vous le mettez en œuvre ou pas d'ailleurs? Alors, sur l'évaluation telle qu'on l'entend classiquement, moi je suis complètement à contre-courant, je ne veux plus la mettre en œuvre parce que je travaille donc avec des cycles politiques et j'en ai marre d'avoir des politiques qui me disent de toute façon c'est la démocratie l'évaluation et tous les 5 ans je verrai si je suis viré ou non. Et donc on a beau mettre en place de la méthode, etc., on sent que c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. En revanche, ce qui me paraît beaucoup plus fondamental et à quoi on s'attelle, c'est cette orientation usager pour la mettre au cœur du système, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec l'usager en amont. Donc concrètement, aujourd'hui, il y a une vingtaine de directions importantes au département. Il y en a la moitié qui revoient toutes leurs procédures avec ce qu'on appelle de la co-conception, du design de service. C'est-à-dire qu'on est accompagné par un cluster qui s'appelle NECOE, qui est un des clusters de la région centre, et qui nous aide. Et pour ça, on va rencontrer nos usagers, on va rencontrer nos personnes âgées, on va rencontrer nos aidants, etc., pour voir comment l'usager est au cœur de cette question. La semaine prochaine, et c'est un peu provoquant, parce que c'est un sujet qui pour nos politiques est tendu, c'est le sujet des MNA. Les MNA, c'est les mineurs non accompagnés. Ce sont tous les réfugiés qui ont moins de 18 ans qui arrivent en France. C'est dans les missions du département de les loger, de les nourrir, de les éduquer. On va faire une journée avec eux, en disant qu'est-ce que vous attendez, parce qu'aujourd'hui, notamment dans le sud, en plus je crois qu'il y a Uni ce matin qui a fait quelque chose il y a quelques jours sur la question, nous ce sont nos usagers. Or c'est un usager qui a un vrai problème de gestion pour nous, parce que ce sont des sommes considérables. Or on sait qu'on va avoir dans les 5 ans à venir une explosion de ce phénomène démographique. Nous on s'est dit, avant tout, avant de parler gestion, évaluation, on se met autour de la table avec eux, avec des professionnels aussi du monde associatif, et on regarde avec eux quel est le parcours qu'on peut faire. Et bien sûr qu'on aura notre réflexion juridique, finance, mais pour moi, voilà, je ne peux pas répondre à cette question de l'évaluation. Avant, je peux vous dire que c'est une réalité qu'aujourd'hui, l'usager est au cœur de la table en amont pour travailler avec eux nos process. Dans le contexte hospitalier, il ne vous paraîtra pas illogique également que l'usager, patient ou non, soit au cœur de notre action. Je dirais déjà que l'usager a une place institutionnelle au sein de l'hôpital, à travers une représentation notamment au conseil de surveillance, qui est l'instance, on va dire, de gouvernance ultime de l'hôpital, mais également à travers une autre instance qu'on appelle la commission de relations avec les usagers, qui a été créée par la loi de 2002 sur les droits des patients, et qui a à la fois un rôle, on va dire, de suivi, mais également d'impulsion d'un certain nombre d'actions qui peuvent être menées au niveau de l'hôpital.
À l'heure actuelle, il y a un enjeu, on a un petit peu parlé de la révolution numérique. À l'hôpital aujourd'hui, un des grands enjeux, c'est de créer ce qu'on appelle des portails patients, portails Internet, qui permettent aux organisations hospitalières de pouvoir diffuser un certain nombre d'informations et de services aux patients. Que ce soit la capacité à prendre un rendez-vous en ligne, à pouvoir payer une facture en ligne, à pouvoir récupérer en ligne des comptes rendus ou des résultats d'examen. Là, typiquement, ce genre de projets sont véritablement co-traités avec les représentants des usagers, avec leur accord. Voilà, dans un but là aussi de plus grande efficience. Bien. Moi, je vais vous expliquer maintenant, et garder le secret, comment faire un manager pour être bien évalué. Juste pour info, mais je vous dis aussi que ça n'a aucune valeur. Je viens d'être évalué excellent par mon comité de gestion et j'attends que mon ministre valide ce truc-là. Et l'année dernière aussi. On a 4 niveaux, hein, à développer, satisfaisant, répond aux attentes. Ça, c'est ce que tout le monde a normalement. C'est très encourageant. Enfin, et puis excellent, ça c'est très rare, quoi. Mais je viens d'en avoir 2. Je les ai organisés moi-même, en fait, avec les stakeholders, comme on dit. Qu'est-ce que je fais en matière d'évaluation au niveau de l'organisation, puisque tous les ans, on évalue notre plan d'administration, qui est la déclinaison annuelle de notre contrat d'administration sur 3 ans. J'essaie un maximum de scinder les résultats qu'on fait vraiment, l'évaluation des résultats. Et donc, dans mon contrat d'administration, les indicateurs sont faits pour qu'on en atteigne grosso modo 80 à 90%, ce qui est acceptable pour tout le monde, quoi. Donc c'est vraiment très inintéressant en réalité. Par contre, ce qu'on a fait à côté, c'est qu'avec un certain nombre de collaborateurs, et surtout la direction, on a défini notre vision, hein, c'est bien d'avoir les valeurs, tout ça, mais on a fait une vision dans laquelle, notamment, un point important, c'est qu'on veut être une administration de référence dans le secteur de la sécurité sociale. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ça, qu'on fait vivre vraiment? C'est parce que mon organisation, que je dirige depuis 11 ans maintenant, quand je suis arrivé, c'était une catastrophe. C'était une organisation qui ne fonctionnait pas du tout, probablement une des plus mauvaises de toute la fonction publique belge, donc j'avais beaucoup de chance d'arriver, ça ne pouvait pas être pire. Juste pour donner une image, donc quand je suis arrivé, 3/4 de mes bureaux avaient des fuites dans le toit, donc dans les salles d'attente, tout ça, mais des vraies fuites, hein, de l'eau qui coule, quoi, hein, les 3/4. L'informatique, c'était 10% de ce que c'est aujourd'hui, mais on fonctionne avec des mainframes, qui sont des appareils très sympathiques, mais avec des écrans verts et noirs, vous voyez. Il y a 10 ans, hein, pas il y a 25 ans, il y a 10 ans. Donc tout était un peu comme ça, et il n'y a pas vraiment de gestion. L'image dans le public, et même en général, était catastrophique. Alors, tout le monde n'a pas perdu cette image catastrophique, mais avec les années, on y travaille, et je pense qu'on commence à avoir une image d'organisation professionnelle qui fonctionne bien. Et ce qu'on regarde, mais ça compte pas enfin, c'est pas un objectif en tant que tel, c'est nos enquêtes de satisfaction, et surtout celles vis-à-vis des usagers. Mais c'est pas un objectif, ça rentre dans aucun système de rapportage. Donc tous les 2 ans, on a une enquête de satisfaction depuis 2006, et tous les 2 ans, on s'améliore sur les différentes facettes, plus ou moins vite, mais on n'a que des améliorations. Et ça, c'est des choses qui nous motivent extrêmement. Et pour vraiment tout dire, notre enquête de satisfaction des usagers, je donne pas mes résultats à mon comité de gestion et ni au ministre. C'est un outil important, ils sont censés l'avoir. Ne leur dites pas, il y a des Belges là, discrets. Mais c'est pas grave, les résultats sont bons, mais je veux pas utiliser ça. Et ce que je ne veux pas non plus, parce qu'une enquête de satisfaction, il suffit qu'il y ait un bug informatique 15 jours avant, et c'est une catastrophe. Hein. Alors hop, et alors là, on devient tout à coup mauvais parce qu'on a eu un problème ponctuel. On n'a pas encore vraiment eu le cas, mais je veux pas me mettre à la merci de ce genre de truc pour être évalué. Enfin, moi, je veux juste garder mon boulot et le faire le mieux que je peux, et puis un jour, et j'espère avoir
pouvoir avoir un autre poste de la fonction publique belge parce que j'ai bien travaillé et parce que les résultats qu'on a sont vraiment bons. Et donc moi j'ai sadé les deux. J'essaie autant que possible que mon système d'évaluation, il est basé sur des vrais faits, mais il n'est pas vraiment menaçant, quoi. Je ne veux pas dire que je m'expose réellement. Par contre, à côté, on fait plein de trucs qui permettent vraiment d'avancer. Et moi, je trouve ça chouette et je retire beaucoup plus de satisfaction qu'un excellent où je me suis arrangé avec la moitié des membres du comité de gestion à l'avant pour être sûr que je l'aurai, quoi. Enfin, c'est important aussi, hein, c'est de la politique, mais c'est du vent, hein, soyons clairs. Voilà, mais ne le dites pas, s'il vous plaît. Bien, je vais vous parler de secret défense. Le siège de l'OTAN est à Bruxelles. Donc, deux périodes différentes. Première période, l'armée de conscription avec les appelés. C'est ce que beaucoup de personnes extérieures à l'armée ont conservé en image, c'est-à-dire la vie de l'usager, c'est-à-dire du militaire, composé d'armées d'appelés. C'est la vie du chef. Le chef dit « on mange bien », donc les soldats disent « on mange bien ». Ça, c'était l'armée d'appelés. Depuis l'armée de métier, nous avons vu rentrer chez nous d'abord des soldats professionnels qui ne restent plus 12 mois, mais qui restent de nombreuses années, généralement en moyenne entre 5 et 8 ans, voire plus, rares, et des civils de plus en plus nombreux. Une civilianisation de notre métier. Donc tout ça a amené du côté civil des représentants des usagers qui sont les délégués du personnel et des délégués syndicaux. Et du côté des militaires, eh bien, des représentants de catégorie, on appelle ça, c'est-à-dire par grade, les cadres B ont des représentants, les cadres A ont des représentants, qui sont dans la hiérarchie militaire identifiée, et qui donc expriment le besoin et la satisfaction du client. Donc, est-ce que le repas était bon? Est-ce qu'on lave suffisamment les effets? Est-ce que les matériels correspondent à notre mission? Et alors, c'est assez paradoxal parce que quand je vois les revendications d'un certain nombre de civils et de militaires, parce qu'il y a un effet, l'un déteint sur l'autre. Certes, comme dans beaucoup d'endroits, les personnes demandent des augmentations, mais vous seriez surpris de voir la proportion de demandes des usagers pour l'amélioration de l'outil de travail. C'est-à-dire que, de la même façon qu'on parlait des vieux ordinateurs, les personnes, il m'est arrivé d'avoir des mouvements spontanés dans le personnel civil, d'arrêt du travail, en disant on en a marre de travailler sur un petit écran, nous gérons des tableaux Excel et on a besoin d'un écran, grand écran, parce que j'en ai marre de faire des allers-retours sur mon tableau. Vous voyez, c'est pour la qualité de l'outil de travail qu'ils font remonter beaucoup d'informations. Et à côté de ça, il y a toutes les... Après, ce qui concerne la qualité du service rendu, nous avons des outils qui ont été déterminés par des cabinets de consultants qui sont venus, qui ont fait des audits, qui nous ont conseillés, et nous essayons de les employer avec les limites qui ont été énoncées par mes prédécesseurs, c'est-à-dire qu'on s'arrange dans la majorité des cas pour que tout soit vert et tout aille bien, Madame la Marquise. Voilà à peu près les relations que nous avons avec les usagers, avec un mouvement qui est intéressant de suivre, c'est l'apparition des représentations personnelles parmi les militaires. Donc dernièrement, il y a une loi qui a permis à des associations professionnelles, ça ne s'appelle pas un syndicat, parce que nous sommes militaires, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Donc c'est un mouvement tout récent. Si vous regardez la télévision, quand vous avez une affaire dramatique au niveau du ministère de l'Intérieur, si c'est dans une zone police, c'est le représentant syndical qui parle devant la caméra. Si c'était dans une zone gendarmerie, jusqu'à présent, c'était un officier ou alors un officier de police judiciaire qui présentait les faits. Vous voyez bien, d'un côté un militaire qui parlait devant les caméras, de l'autre côté un représentant syndical qui parlait pour la police nationale. Et la semaine dernière, j'ai entendu pour la première fois à RTL, au moment où un homme politique a traité le ministère de l'Intérieur d'assassin, vous voyez ce que je veux dire, un représentant syndical, présenté comme ça par un journaliste, le délégué syndical de la gendarmerie,
qui est un militaire, va parler pour la gendarmerie. C'est la première fois que j'entendais ça, à tel point que j'en ai avalé ma tartine de travers, c'était aux informations. Mais ainsi est l'évolution du monde. Donc de plus en plus de prise en compte de la qualité du travail et de la qualité de service vis-à-vis de nos usagers. Alors, comme promis, maintenant, je vais donner la parole à la salle pour des questions. Qui se lance le premier? Hein? Non, pas de questions. Sinon, moi, j'en avais d'autres, mais je me suis censuré parce que je pensais que... Bonjour, donc je m'appelle Laurent Sampé, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. J'avais une question par rapport donc à l'armée, par rapport au choc de valeur. Vous avez évoqué tout à l'heure la notion de valeur, et il y a une question qui me taraude depuis longtemps, depuis mes années de service militaire, à savoir qu'il y a eu un épisode que vous connaissez bien évidemment, hein, les généraux félons qui se sont rebellés contre De Gaulle, hein, Zeller, Jouot, Salan, et je ne me souviens plus du quatrième, en avançant, en arguant du fait d'un système de valeurs qu'il voulait défendre, avec donc De Gaulle qui avait promis qu'il garderait l'Algérie, avec des soldats qui étaient morts pour la France et pour défendre donc un système de valeurs et un récit qui avait été construit avant donc la guerre d'Algérie. Et ces quatre généraux, de mon point de vue, avaient une légitimité dans leur volonté de protéger en fait des soldats qu'ils avaient amenés se faire tuer sur le front, en leur disant que c'était pour défendre la France et pour défendre les territoires français. Voilà. Donc, de mon point de vue, ici, il se pose un problème, hein, quand on est général, peut-être, comment arriver à arbitrer entre un système de valeurs qui se met en porte-à-faux par rapport au système de valeurs nouveau d'une gouvernance qui est celle de Gaulle, qui change d'opinion, qui change d'avis, et qui met à mal tout un système militaire, tout un système de récit qui avait été proposé aux soldats durant les combats. Voilà. Merci. Oui, et si je puis répondre pour actualiser dans le concept, c'est par exemple en quoi les valeurs, par exemple d'efficience, peuvent bousculer les valeurs traditionnelles de l'armée. La valeur attachée à l'efficience, à l'efficacité, en quelle mesure elle peut remettre en cause, je veux dire, les valeurs traditionnelles portées par l'armée. Bien. Sur le côté historique du choix du président de la République de l'époque, je n'ai pas tellement d'informations parce que je suis né en mars 1962 et juste après que la guerre d'Algérie ait été gagnée, mais que les hommes politiques aient choisi d'accorder la scission. Donc, pas tellement d'informations, mais c'est une question très intéressante, parce qu'en fait, l'on revient directement à notre réalité aujourd'hui. Avant, quand je suis rentré dans l'armée, on me disait l'armée tous des fachos. Et en fait, depuis que je vis à l'intérieur, et ça fait une trentaine d'années, de plus en plus d'ailleurs avec l'armée de métier, je m'aperçois que l'armée est vraiment le reflet de notre société dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que l'attachement aux valeurs de la République sont très importants, qu'il y a quelques personnes un peu excentriques, mais qu'il y a vraiment le reflet. Je vous invite à parler avec des militaires, quels qu'ils soient. Moi, j'ai fait mon service national comme 2e classe, c'est-à-dire le plus bas des grades. Et c'est vraiment l'endroit où on rencontre à peu près le même reflet. Vous prenez les élections, vous avez le même pourcentage, à peu près la moitié de gauche, la moitié de droite dans l'armée. Les discussions sont quelquefois passionnées. Dernièrement, nous avions une discussion entre nous sur le livre récent du général Soubelé. Le général Soubelé dirigeait l'ensemble des opérations de la gendarmerie nationale. Il avait atteint
un des plus hauts grades de la gendarmerie nationale. Il s'est exprimé devant la commission de l'Assemblée nationale et par la suite, on l'a prié d'aller voir ailleurs. Donc il a dû donner sa démission. Lisez ses livres, vous aurez un aperçu de ce que peut penser un général de gendarmerie. C'est une opinion. Mais vraiment, les opinions sont très partagées. Et à l'occasion des récentes élections qu'il y a eu, évidemment, en propos de popote, nous avons échangé. Et je vous assure que les valeurs qui nous relient tous, pourquoi est-ce que nous sommes militaires dans l'armée française? Et pourquoi est-ce que nous sommes, on parlait tout à l'heure de valeurs, fiers d'aller à l'extérieur pour essayer de porter les valeurs de la démocratie qui se résument tout simplement dans nos 3 mots qui sont notre devise, liberté, égalité, fraternité. Et c'est vraiment un sentiment qui est uniformément partagé, sauf quelques petites extrêmes, mais qui sont le reflet de la population civile. L'efficience et l'efficacité, alors c'est simple. Quand nous sommes en temps de paix, c'est-à-dire quand nous ne parlons pas des opérations, allez, je vais avoir les chevilles qui ont gonflé, c'est le commissaire qui a le pouvoir, c'est lui qui dit non, vous ne ferez pas ça, ça coûte trop cher, non, j'ai pas les moyens, etc. Mais dans la réalité qui est notre monde, c'est-à-dire les opérations de guerre qui sont menées à l'extérieur, puisque le chef des armées a annoncé quand même que nous étions en guerre, on retrouve la citation de M. Hollande. C'est-à-dire, M. Hollande, souvenez-vous, au moment des attentats, a dit, nous étions en plein dans la réflexion budgétaire en disant les 3% du déficit budgétaire impliqué par l'Union européenne, imposé par l'Union européenne, etc. Et il a dit, la priorité sécuritaire prime sur la priorité budgétaire. Eh bien, c'est ça que nous vivons en opération. C'est-à-dire qu'en opération, l'efficience, c'est de faire baisser le nez à l'ennemi et de sauver les Français ainsi que nos alliés. Alors, y a-t-il une autre question? Allez-y. Oui, il y avait une autre question? Oui, non. Bonjour, Jessica Tornard de l'École nationale d'administration publique de Montréal. En fait, vous avez la Belgique et la France, si je puis dire, ont abordé de manière très différente la qualité de vie au travail, voire la motivation au sein de la fonction publique. D'un côté, vous avez parlé du besoin de reconnaissance et du besoin de structure des fonctionnaires, et de l'autre côté, vous avez parlé d'autonomie, de responsabilisation et de simplification des règles. Est-ce que c'est parce que vous pensez finalement que les fonctionnaires n'ont pas les mêmes besoins en Belgique et en France, ou est-ce que finalement vous n'envisagez pas la motivation de la même manière? Oui. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas assez bien le système belge. Après, j'étais à Bruxelles, j'ai visité la Belgique et Bruxelles il y a quelques temps. Et il y a un super musée dans Bruxelles qui explique l'histoire de la Belgique, où partout il y a marqué acceptons la différence, allons vers la prospérité, avec une simplicité qu'on n'a pas en France. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être finalement la différence, c'est que, en tout cas, moi, avec la fonction publique française que je connais bien, je vois que je vais avoir mes propres peurs, en me disant on a un statut qui est tellement rigide, on a des peurs qui sont peur du dialogue social, peur de faire perdre du pouvoir, cette notion de pouvoir, notamment aux politiques ou à la chaîne managériale, peut-être qu'on est moins rapide et peut-être qu'on n'ose pas afficher des mots forts comme l'autonomie, la responsabilisation, même si moi au quotidien avec les équipes, voilà, on a une démarche managériale pour le faire. Mais c'est vrai que quand je vois ce que fait notre collègue dans un ministère, pour bien connaître les ministères de notre pays, on n'en est pas du tout là. Je pense qu'il y a peut-être un entrain ou un rythme qui est plus élevé à côté, mais je laisse répondre. Alors, je ne partage pas votre opposition d'autonomie contre structure et reconnaissance.
Je pense que les deux sont complémentaires. Et c'est clair que dans le modèle que j'ai présenté, qui est global, mais qui se décline de beaucoup de façons différentes, les principes d'autonomisation, de responsabilisation, de travail d'équipe, avec des résultats à la clé et une orientation client, à mon avis, augmente le sentiment de reconnaissance des collaborateurs. Donc moi, c'est ce que je vis au quotidien. Donc je n'ai pas d'enquête sur le sujet, mais c'est le cas. Et je pense que les éléments de structure continuent d'être extrêmement importants. On doit savoir ce qui est d'application, ce qui ne l'est pas. Allez, et comme en France, enfin, je ne mesure pas le nombre de règles que vous avez, mais nous aussi, il y a encore énormément de choses. Enfin, je veux dire, il y a un souhait de simplifier les règles, mais dans la réalité, le monde politique fait juste l'inverse. Donc, de façon générale, les règles deviennent de plus en plus complexes dans tous les secteurs. Dans le secteur du chômage, ça devient ingérable. Il y a quelques années, ils ont fait une grosse réorganisation du secteur chômage et que les allocations de chômage étaient limitées dans le temps en Belgique. Maintenant, depuis 3-4 ans, je ne sais plus, il y a un principe de dégressivité et ça peut s'arrêter. Les règles qui ont été négociées par les partenaires sociaux et par le gouvernement, au début, elles n'étaient pas informatisables. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça a été dit. C'est tellement compliqué qu'on ne sait pas l'informatiser. Pour moi, c'est hors de ma compréhension. Et donc, ils ont dû resimplifier un petit peu ce qu'ils avaient prévu. Donc, je ne pense pas que les règles soient plus simples en Belgique qu'en France. Mais je pense qu'en termes d'organisation du travail, de GRH, etc., ça fait une bouffée d'air frais que de pouvoir un petit peu simplifier et dire des pans entiers disparaissent. Donc, quand on passe dans le système que j'ai expliqué, qu'on revoit son règlement de travail, il y a des morceaux entiers qui sont, pour nous, ils sont en voie de disparition. L'ancien est en voie de disparition et le nouveau est en voie de généralisation, mais c'est beaucoup plus court. Donc oui, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, mais le cadre doit toujours être là. C'est-à-dire, il y a un cadre de référence avec des objectifs, avec des choses qui sont importantes et d'autres moins. Et le fait d'avoir moins de règles met plus en avant ce cadre, à mon avis. Parce que quand on a une multitude de règles, honnêtement, on ne les respecte même plus parce qu'on ne sait même pas qu'elles existent. Donc voilà, pour moi, c'est pas opposé et je pense que certainement la reconnaissance et la structure restent importantes, même si on va vers l'autonomisation. Et je pense que c'est très complémentaire. Voilà. Alors, Isabelle, tu voulais poser une question? Bonjour, merci pour vos interventions. Donc moi, j'avais une petite question, je me présente avant. Je suis Isabelle Souvia, je suis de l'IAE de Limoges. À vous écouter, j'ai eu l'impression, mais peut-être à tort, que parfois vous aviez à gérer un peu d'hypocrisie managériale. Et finalement, je me suis demandé si ce qui ne devenait pas universel, c'était qu'il fallait en sortir, parce que ça a un coût humain, cette hypocrisie managériale. Et donc, forcément, les exemples que vous avez cités montraient que peut-être on est en train de passer à autre chose sur certains aspects. Mais peut-être, voilà, c'est vraiment un avis sur lequel je voulais vous interpeller, mais c'est absolument pas une affirmation. Oui, je me sens un petit peu visé, mais je pensais que tout le monde avait oublié ce que j'avais demandé de ne pas répéter. Déjà. En ce qui concerne les systèmes d'évaluation, parce que j'ai un peu parlé à mon niveau, au niveau de l'organisation et de l'évaluation de l'organisation, mais quand on parle de l'évaluation des fonctionnaires, ça existe en Belgique depuis, à mon avis, 1000 ans. Et tout le monde est toujours excellent. Et donc je pense que c'est déjà une hypocrisie depuis très longtemps. Maintenant, on a élargi ça aux managers aussi. Voilà, c'est le principe emprunté au privé. Moi, ce que je pense, et en Belgique, on a un système qui s'appelle maintenant, qui est d'application pour tout le monde au niveau fédéral, de cycle d'évaluation. Ça portait des autres noms avant, etc. Et donc, dans mon organisation, il y a 4 entretiens minimum par an. Alors, plus si c'est nécessaire, on essaie d'inclure une logique une culture de feedback aussi, que les collaborateurs aient davantage de feedback. Alors, ça se développe petit à petit, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de changements de conception, mais moi, je pense qu'il faut aller dans cette direction-là. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va sortir de l'hypocrisie? J'espère que oui. Mais ça fait peur à tout le monde, évidemment. Je veux dire, parce que quand on est au niveau de l'organisation, au niveau politique, au sens large, c'est dangereux, parce qu'on s'expose beaucoup plus quand il y a vraiment des mentions qui ne sont pas excellentes, et on en a. Enfin, maintenant, c'est ces réponses à temps, j'expliquais tout le monde à peu près là, et de temps en temps, moi, je pousse pour qu'il y ait des à développer ou autres, mais ça reste... on est tous parfaits dans l'administration, quoi. Pour moi, je trouve ça un petit peu dommage, et je pense qu'il faut vraiment aller dans cette direction-là, parce que évidemment qu'on n'est pas
99,9% tout bon et qu'on a tous, je sais pas, enfin 10% de fonctionnaires qui fonctionnent peut-être un peu moins bien et que peut-être ils auraient plus leur place ailleurs que chez nous. Et donc moi je suis plutôt partisan d'aller dans cette direction-là et j'y œuvre depuis des années, mais c'est long et ça c'est très imbibé dans les cultures. Hein. Juste une information sur la manière de recruter. Tout à l'heure, on parlait de l'externalisation et de la notation après. Et donc, chez nous, on a une tendance à recruter énormément maintenant d'officiers sous contrat ou de personnes pour des périodes réduites. Donc, ce qui permet de pouvoir noter les gens comme on le souhaite, parce qu'en sachant qu'ils ne feront que quelques années chez nous. Donc, en fait, la tendance est de recruter du CDD, on donne des noms différents, plutôt que du CDI. Et ce qui permet de fluctuer avec les éléments qui n'ont pas leur place chez nous ou qui veulent faire autre chose. Après, il y a des choix chez nous. Ce sont des gens qui viennent faire une première partie de carrière exaltante jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans. Ils veulent voir du pays, ils veulent vivre des choses peu communes. Et donc là, après, ça nous permet de gérer. Donc cette notion, en fait, plutôt que de l'hypocrisie dans la notation, ça nous permet de noter assez franchement et surtout d'employer des CDD. Et on est vraiment dans une tendance où on fait du contrat à durée déterminée. Ah oui, la question, je pense, était plus générale. Ça peut toucher aussi le contrôle de gestion. Est-ce que c'est des indicateurs simplement pour rendre compte et pour donner un bon signal, ou réellement ça impacte la gestion après de l'établissement ou autre? Moi j'ai deux niveaux de réponse. La première, voilà, pour vous dire là que nous, dans nos démarches de simplification, on essaie d'enlever des indicateurs. Par exemple, alors on le fait sur 3 ans. Moi, j'aimerais bien arriver à ne plus avoir d'évaluation RH. Alors, ce qui est plus ou moins autorisé, ça serait plus d'expérimentation. Là, cette année, on est déjà à l'auto-évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation, elle est faite par la personne elle-même qui va prendre rendez-vous avec son manager hiérarchique pour lui dire voilà moi ce que j'ai pensé de mon année et toi qu'est-ce que tu en as pensé. On a vraiment là réussi à inverser. D'ailleurs on est passé de 8 pages à 2 pages, mais je trouve ça encore un peu lourd dans la manière dont c'est vécu. Et sinon votre question est super parce que hier elle m'a été posée en direct par un collaborateur. Et alors moi je préfère dire qu'on n'est pas des gestionnaires hypocrites, on est des animateurs de paradoxes. Et je vais vous dire ce que j'ai dit hier en codir. Et j'en reviens à la relation humaine. D'abord parce que, alors voilà, on est sur on est un peu dans le domaine de la psychologie, mais je crois qu'il est au cœur de l'universalité du management. On gère le paradoxe de la vie et de la mort, et de l'injonction paradoxale qui en découle. Le manager, il dit sois vivant, sois fort, apprends à dire non, vas-y, n'aie pas peur, affirme-toi. Oui, mais la réalité, on est tous fragiles. Et le manager est fragile et ses équipes sont fragiles. Et puis moi, j'ai à la fois la joie et la difficulté de travailler avec la question de la fragilité sociale. Comme je le disais, 2 tiers de mes collaborateurs sont des travailleurs sociaux, sont des éducateurs spécialisés qui sont vraiment au contact de la fragilité toute la journée. Le deuxième paradoxe qu'on doit gérer, c'est celui de l'animation d'équipe, et c'est le paradoxe hors de la solitude radicale ontologique de l'être, et de la nécessité aussi de vivre avec les autres. Donc nous, voilà, on dit aussi à nos collaborateurs, sois libre, sois autonome, n'aie pas peur, affirme-toi. La réalité, c'est qu'il est dépendant affectivement. Hier, j'ai eu le directeur de la communication du département. Il devait annoncer, il fait une mobilité un peu forcée. Hein. On lui a demandé de trouver un autre job. Donc un peu, on pourrait placer hypocrite. Moi, je ne crois pas. À un moment, faut savoir dire à ses collaborateurs, faut faire autre chose. Et ça s'est très bien passé. Et hier, il avait trop d'émotions pour pouvoir dire je quitte ça. Il avait 19 ans d'émotions qui remontaient à la surface. Et ça fait le lien avec le paradoxe 3, où je pense que dans le public, on a une carte à développer beaucoup plus forte que le privé, notamment le privé qui est tenu, on va dire, sans être dans la caricature, parfois par du reporting de court terme lié à des fonds d'investissement ou si vous voulez, à des circuits qui ne sont pas les nôtres, qui est celui de l'enjeu de l'instant et du temps contaminé par la mémoire émotionnelle et le passé. C'est-à-dire que par rapport à cette injonction paradoxale, qui est de dire prends des risques, sois courageux,
il va falloir changer. Hein. On en a tous parlé à travers nos propos, mais aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas être manager si on n'aime pas conduire le changement. C'est accepter qu'on ait du mal à hiérarchiser nos enjeux. Voilà, moi, clairement, quand je vous ai dit un peu par provocation, mon enjeu, il n'est pas financier, c'est parce que depuis 20 ans, mon cadre, il n'est que financier. On sait que notre cadre, il est administratif et financier, avec des contraintes de gestion qui sont fortes. Mais je ne souhaite pas me focaliser là-dessus. Je souhaite le plus rapidement possible établir ce cadre pour qu'on se focalise sur d'autres enjeux. Alors, vraiment, toute dernière question, s'il y en a une, parce que sinon l'organisateur, David, je sais qu'il est très à cheval sur... et effectivement, pour qu'après les ateliers fonctionnent en temps en heure. Y a-t-il une dernière question? Non? Ben alors, nous allons clore cette session et je vous remercie tous de votre attention portée au débat et je remercie les participants, bien entendu.